Bien, dernier chapitre d'immunologie, chapitre 13, vaccination et immunothérapie pour les élèves de première SPSVT. Ce chapitre, j'espère, apportera quelques éléments d'éclaircissement et de réponse en ces temps de confinement Covid-19 sur les perspectives de thérapie et les perspectives de vaccination contre cet agent pathogène, ce virus. La vaccination, qui est vraiment un exemple de progrès médicaux majeur pour l'humanité, et puis l'immunothérapie qui correspond à des technologies et des techniques médicales en plein essor, notamment dans les stratégies anticancéreuses. Alors, dans quelle mesure l'utilisation de l'immunité adaptative est-elle encore source de progrès majeurs et de percées scientifiques majeures en recherche biomédicale? La vaccination préventive a une histoire tout à fait étonnante et intéressante en épistémologie, en histoire des sciences, parce que on peut la dater au XIe siècle avec la variolisation. La variole est une pathologie vraiment terrible avec une mortalité importante et surtout des séquelles cutanées qui sont tout à fait catastrophiques. Et les pustules des varioleux étaient utilisés, on récupérait le pus, les médecins chinois récupéraient le pus et injectaient ce pus à la population avec une technique d'immunisation qui était très risquée puisqu'on avait une mortalité quand même à 2% et puis une morbidité importante également. Au XVIIIe siècle, la variole se répand partout en Europe et on observe que certains humains, les fermiers, qui vivent à proximité du bétail, sont immunisés contre la variole humaine. En revanche, les fermières contractent régulièrement des petites pustules qui sont celles de la vaccine, qui est la variole des vaches. Et Édouard Jenner, un médecin, propose d'injecter à un enfant du pus d'une fermière qui a été infectée par la vaccine. Et 3 mois plus tard, il inocule la variole humaine à cet enfant qui est immunisé. Et donc la pratique de variolisation disparaît et la vaccination inventée par Jenner se répand en Europe avec évidemment beaucoup de scepticisme dans les populations et des caricatures qui sont très, très courantes et qui existent encore aujourd'hui sur ce procédé qui est un bienfait pour l'humanité. Quelques décennies plus tard, Koch relie les microbes aux maladies et Pasteur améliore la vaccination en isolant les microbes et en les tuant, et notamment l'exemple de la vaccination du jeune Joseph Meister est tout à fait intéressante. Un garçon qui se fait mordre par un chien enragé, qui aurait dû mourir probablement par cette morsure, et qui subit une injection du premier vaccin antirabique conçu par Pasteur, et qui survit donc, et qui ne développe pas la rage, ni ne meurt du vaccin de Pasteur. Les mortalités ont chuté avec le développement des vaccinations et l'exemple de la poliomyélite en France et partout dans le monde, qui est une maladie qui a quasiment disparu, qui a disparu en France, mais qui a beaucoup reculé dans le monde grâce à la vaccination. Une maladie assez terrible avec dégénérescence nerveuse et musculaire. La mortalité infantile qui a énormément diminué. Alors ce n'est pas que le fait des progrès de la vaccination, mais c'est un élément tout à fait important. Et puis voilà, cette vaccination qui subit encore beaucoup de scepticisme et de théorie du complot. En revanche, évidemment, on pourra évoquer des cas comme n'importe quel traitement, des cas de réponse immunitaire non adaptée, des patients qui vont développer des pathologies effectivement à cause probablement de la rencontre avec le mauvais pathogène présent dans le vaccin, le mauvais antigène présent dans le vaccin. C'est possible, mais la protection, l'avantage est tout à fait supérieur au risque.
Avantage global. On a 4 types de vaccins principaux, les vaccins par agent tué, la grippe, le choléra, des vaccins par agent atténués, des vaccins qui ne sont plus virulents, c'est le cas du BCG, de la varicelle, de la polio, des vaccins anatoxines, c'est-à-dire des toxines qui sont dénaturées, qui vont permettre d'avoir une réaction immunitaire, et des vaccins antigènes isolés qu'on va fabriquer ou faire fabriquer par des OGM comme des levures modifiées. La vaccination, c'est quoi? C'est l'injection de produits immunogènes mais non pathogènes qui provoquent la formation de cellules mémoire qui vont permettre de lutter contre l'agent de la maladie. Les adjuvants, qui sont très souvent décriés, eux servent à déclencher une réaction innée, une réaction inflammatoire, qui va permettre de recruter des immunocytes qui vont notamment pouvoir ensuite partir en immunité adaptative. On va faire la présentation de l'antigène, la sélection clonale, grâce à cette réaction innée. S'il n'y a pas d'adjuvant, l'antigène que l'on injecte peut passer inaperçu et on peut finalement avoir une vaccination qui ne sert à rien. Donc les rappels de vaccins permettent de rattraper d'éventuels échecs vaccinaux primaires, c'est ce que je vous disais, si l'antigène n'a pas été détecté et éliminé sans apparition de lymphocytes. Qu'est-ce qu'on appelle la couverture vaccinale? C'est le pourcentage de la population qui est vaccinée, et il est important de calculer la couverture vaccinale minimale efficace pour pouvoir protéger la population, mais surtout pour pouvoir éliminer définitivement du territoire un pathogène, et éventuellement éliminer mondialement le pathogène. Donc pour ça, on utilise un certain nombre de termes d'épidémiologie, pathogénicité, transmissibilité. On va calculer le R0, le taux de reproduction moyen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez éventuellement faire le calcul dans le cas du SRAS-CoV-2 le jour où on aura un vaccin. Mais la vaccination améliore les capacités de défense d'un individu et ne couvre pas tous les pathogènes, mais va permettre quand même de se prémunir contre les principaux et les plus méchants. Il n'y a une protection efficace qu'au-delà d'un certain taux de couverture vaccinale, et comme ça on évite le pathogène ne trouve pas d'hôte et va disparaître. Mais on peut aussi être porteur sain, vous le savez, et ça c'est quelque chose que la population a parfois du mal à intégrer. Il faut prendre conscience que la vaccination est une démarche dans laquelle le bénéfice collectif est très supérieur au risque vaccinal individuel. Comme n'importe quel traitement, il y a un risque, comme dès que vous prenez un médicament, il y a un risque de faire des réactions qui sont disproportionnées, mais c'est le bénéfice global est trop important. Autre intérêt de la vaccination, c'est que le pathogène peut muter d'un patient à l'autre, et les traitements qui sont efficaces peuvent ne plus l'être. Ça, on l'a tout à fait observé, les mutations dans le cas du VIH par exemple. Deuxième point, l'immunothérapie, et notamment les immunothérapies anticancéreuses, avec un certain nombre de connaissances de l'immunité adaptative qui sont utilisées aujourd'hui dans un grand volet de recherche contre le cancer. L'utilisation de cytokines comme l'interleukine 2 ou l'interféron est bien connue dans le traitement de cancers comme le cancer du rein ou les mélanomes. Les anticorps monoclonaux, ce sera l'objet de l'UDM du chapitre présenté par un schéma le principe de la production d'anticorps monoclonaux par hybridome. Eh bien, ça, c'est utilisé notamment dans le cas de cancer du sein, des cancers du sein très avancés, stade 4, métastatiques, qui sont de meilleurs pronostics que des cancers du sein moins développés, simplement parce qu'ils vont bien répondre à cette immunothérapie en utilisant des anticorps monoclonaux, l'herceptine par exemple. Donc ici, en gris, ces anticorps monoclonaux qui vont se coller aux cellules cancéreuses qui expriment la protéine HER2. Les vaccins anticancéreux, ça c'est tout à fait dans les cartons, mais ce sont des essais cliniques qui sont en cours. Il y a beaucoup
beaucoup d'études aujourd'hui en immunothérapie anticancéreuse. Ça va très très vite en immuno et notamment dans ce secteur. Alors là, c'est réaliser finalement une sélection clonale contre une protéine, la protéine PAP, qui est un antigène du cancer de la prostate. Voilà, des procédés qui sont très, très complexes, mais que vous pourrez étudier un petit peu plus loin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser également, notamment en utilisant la messagerie académique ou en rajoutant des commentaires. En bilan, certains cancers, une remarque et une ouverture, certains cancers sont provoqués par des virus, comme les cancers du col de l'utérus, le cancer du foie, l'hépatite B est responsable du cancer du foie, les lymphomes de Burkitt sont aussi causés par des virus, et donc la vaccination permet aussi de lutter indirectement contre ces cancers. Voilà pour ce dernier chapitre d'Immuno, on se retrouve très vite, à bientôt.